Au Sahel ou au Proche-Orient, face à un ennemi toujours plus insaisissable et doté de capacités de plus en plus sophistiquées, les forces spéciales françaises doivent s'adapter et innover constamment. Grâce à des pôles d'expertise adaptés à la recherche et au développement de nouveaux matériels, elles gardent toujours une longueur d'avance. Dans ce reportage, vous découvrirez pour la première fois le travail de ces hommes discrets et créatifs au sein de deux unités emblématiques, le 13e régiment de dragons parachutistes et le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales, qui nous ont exceptionnellement ouvert leurs portes. C'est quelque part dans le sud-ouest de la France que nous retrouvons Cyril et son équipe, lors d'une pratique peu ordinaire, le saut opérationnel à très grande hauteur. Effectué au-dessus des 5000 mètres d'altitude, ce saut très pointu se déroule sous oxygène, et en particulier de nuit quand il a lieu en opération. Réalisé par des chuteurs de très haut niveau, spécialement entraînés pour leur mission de renseignement, il nécessite un équipement adapté en constante évolution. Pour expérimenter ces matériels spécifiques, les équipes vont enchaîner les tests pendant plusieurs jours. Cette gaine, elle supporte jusqu'à 70 kg dans la réglementation française, et donc qui correspond aux besoins des forces d'emport dans le but d'avoir une plus grande autonomie, notamment dans le métier des opérateurs du 13e RDP, une fois qu'on est posé au Sahel et qu'on a besoin d'avoir le matériel d'acquisition du renseignement, l'autonomie en vivres, en eau, et donc avec des sacs très lourds. Ça, c'est une gaine qui est déjà testée, validée, approuvée, qui dote toutes les forces et qui nous a permis d'ouvrir le champ sur le prototype sur lequel on travaille aujourd'hui. Un nouveau prototype de gaine que Cyril souhaiterait utiliser bientôt en opération. Les derniers réglages avant le saut sont donc essentiels. Il faut surtout qu'en fait l'enveloppe soit centrée sur le colis pour que ça vole le mieux possible à la sortie. Sachant que ça pèse combien ? Alors celle-ci, elle est chargée à 80 kg. Si l'issue axiale est non ouverte, on fait une deuxième tentative. Pendant cette campagne d'essai, Cyril travaille avec la section technique de l'armée de terre. L'organisme est chargé d'évaluer et expérimenter les futurs matériels pour les forces. On travaille en étroite collaboration, notamment avec la Direction générale de l'armement. Eux ont plutôt la partie technique, tout ce qui est spécification technique des nouveaux matériels qui doivent arriver au niveau des forces. Et nous, nos expérimentations sont plutôt tournées vers le côté opérationnel. Il est intéressant notamment d'avoir les forces qui sont actuellement déployées, lorsqu'ils reviennent bien sûr, de pouvoir bénéficier un peu de leur retour d'expérience surtout, de manière à pouvoir voir quels sont leurs besoins, quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés, quelles sont leurs attentes et tout, de manière à pouvoir éventuellement, si on a une solution à leur proposer ou étudier telle ou telle solution, de pouvoir travailler dessus. Le but, c'est de répondre à un besoin et non pas de créer le besoin. Déployées aux quatre coins du monde, les unités d'élite comme celle de Cyril font face à un environnement parfois extrême et changeant. Autant de terrains propices pour éprouver les équipements dans les conditions réelles. Chaque unité spéciale dispose en interne de personnel dédié à la veille, à la conception et au développement de nouveaux équipements. On a au 13e RDP dans notre ADN la culture de l'innovation et de l'anticipation. Nous avons affaire à des équipiers de recherche qui sont créatifs, qui sont curieux, donc qui ont un sens artistique, notamment quand il s'agit de développer des techniques très élaborées dans le domaine du camouflage et être capable de les adapter à tout type de milieu, puisque le 13e RDP est engagé sur des théâtres d'opération qui sont très divers.
On est un peu polyvalent, un peu comme les équipiers de recherche chez nous finalement, qui ont une spécialité et puis qui finalement savent faire beaucoup de choses. Eh bien nous, c'est aussi, on est d'abord issus de ces équipes de recherche, issus de ces escadrons, et on travaille de la même façon. Ça veut dire qu'en fait, on fait notre veille techno, on fait notre prospection, on imagine, on innove et on crée des produits. Et puis, dans le même temps, on gère aussi la partie marketing, on gère la partie finance. Et si on souhaite le voir aboutir à un produit industriel, nous sommes finalement obligés de mener le projet de sa création jusqu'à sa mise en production. Au sein des forces spéciales, débriefer est une seconde nature. Face à l'apparition de nouvelles menaces, favorisées par les nouvelles technologies, les équipes s'appuient sur les retours terrain pour continuer à garder un temps d'avance. En fait, notre processus d'innovation s'inscrit dans un centre complet qui s'appelle le Centre d'innovation et d'anticipation, qui vise justement à regrouper les retours d'expérience opérationnelle et directement la mise en œuvre par des adaptations ou des créations de nouveaux types de produits répondant aux besoins opérationnels qui nous remontent directement des équipes. C'est vraiment cette logique de guerre d'anticipation sur laquelle le 13e RDP est véritablement à la manœuvre depuis de très nombreuses années, surtout face à une menace qui évolue en permanence et qui, elle aussi, est lancée dans la course aux technologies les plus avancées. Dans ces véritables laboratoires d'idées sont conçus tout type de matériel, des plus high-tech aux plus rustiques, parfois avec des techniques plus ou moins artisanales. On fait de l'intégration textile, également du bois, du métal, du plastique. On fait des stages de peinture pour apprendre à reproduire exactement ce qu'on a sur le terrain. Donc tout ça, ça rentre dans des stages qui ne sont pas forcément communs aux armées, mais où on doit répondre à ses besoins opérationnels, donc on s'adapte. Directement source d'innovation, chaque opérateur peut ainsi faire remonter une idée. C'est le cas de Phil, qui a développé cette veste d'équipement radio branchée en réseau. Cette idée m'est venue concrètement avec les expériences des missions. À chaque fois, on emportait un peu plus de matériel radio sur l'homme. Et donc, je trouvais que c'était perfectible. Et donc, du coup, j'ai eu dans l'idée de développer tout un système et de pouvoir après intégrer des applications et les utiliser sur la tablette. L'équipement créé favorise l'utilisation des moyens de communication sans avoir besoin de sortir le matériel du sac et facilite le travail de l'opérateur. En plus d'être force de proposition, les équipes sont également en prospection et travaillent en étroite collaboration avec les entreprises technologiques. Ce stabilisateur de tir de précision, par exemple, a été élaboré notamment grâce aux échanges d'une petite société d'une dizaine de personnes avec des opérateurs des forces spéciales. Cet équipement est surtout une aide pour pouvoir tirer enfin avec du gros calibre, notamment la 12-7, vu que l'arme est assez lourde, et ça permet de stabiliser et ça permet aux tireurs donc d'être plus stable et d'être en cible plus rapidement. Voilà. Et notamment non, pour nous, commandant de bord et équipage, d'être moins exposés au tir et d'arriver plus vite sur la cible. En fait, il y a quelques années, on a commencé à développer le concept appui-feu tireur embarqué. Et ça se faisait principalement à partir de grosses machines. On n'était pas en mesure d'embarquer de l'antimatériel sur des petites machines. Quand on avait un gros porteur qui mettait à peu près 30 secondes pour se mettre en place et appliquer des feux ou des tirs de sommation, aujourd'hui avec la Gazelle ça peut peut-être prendre que 10 secondes. Donc c'est tous ces délais-là qui sont très importants pour notre métier aujourd'hui. On l'a développé, donc le premier PMA et le 4e RHFS de concert pour arriver à un premier produit qui a été développé, qu'on a testé en opération et au fur et à mesure avec l'industriel, on a abouti au bras strike que nous avons aujourd'hui devant nous. Il y a quelque chose qui est vachement intéressant là-dedans, c'est que chez nous, on a un groupe d'ingénieurs qui sont extrêmement passionnés par leur travail. Ces gens ont rencontré des forces spéciales, ce qui était extrêmement intéressant parce que la première fois, ça a fait tomber plein d'idées reçues qu'on pouvait avoir sur les forces spéciales qu'on ne connaissait pas. Et ensuite, les ingénieurs ont besoin de ces gens-là pour avoir des informations vraiment pertinentes sur ce qui se passe sur le terrain, parce que nous, on est complètement coupés de ces informations-là.
Des échanges concrets et productifs pour les militaires comme pour l'entreprise. Pour nous, c'est très important parce que ça donne un éclairage sur la société. Ça motive énormément les gens parce qu'ils se créent des relations avec les clients qui sont extrêmement fortes. Ça nous fait plaisir et ça rend les gens très motivés pour continuer. Pour renouveler certains de leurs matériels plus rapidement ou apporter des compétences et un regard différent, les unités spéciales sont en veille en continu. L'innovation pour le 4e RHFS et pour les autres régiments d'ailleurs des forces spéciales terres et les autres unités du COS, c'est quelque chose d'essentiel, de très important parce qu'il y a une remise en question permanente de nos opérateurs sur leurs équipements, sur l'armement qu'ils servent, sur les vecteurs, sur les hélicoptères que nous servons en opération. Le défi d'unités comme les nôtres, c'est qu'on doit préserver l'identité de nos personnels, une part de secret aussi, parce que nos opérations, elles ont un côté secret lié aux ennemis que nous combattons. Mais nous sommes très très ouverts sur l'extérieur et notamment sur le monde de l'industrie et on a établi un certain nombre de contacts. La société de Jean, par exemple, a développé avec le 4e RHFS un laser infrarouge embarqué permettant d'identifier des cibles pour désigner plus facilement de nuit l'endroit où regarde le viseur. C'est un gain de temps en termes de désignation, une précision de la désignation et dans les opérations menées actuellement, les troupes au sol sont au contact et qu'on a besoin d'être très rapide et très efficient. Effectivement, sans ce matériel, la plupart de nos opérations seraient soit ralenties, soit impossibles, notamment pour certains modes d'action très particuliers où une désignation précise est indispensable. Ça va permettre d'éviter tout ce qui est saturation des communications radio, parce qu'il n'y a même plus besoin de se parler. C'est une passion de développer des produits, mais dont on sait que dans d'autres circonstances, en dehors du territoire national, certains produits peuvent aider à sauvegarder des vies humaines françaises. Au fil du temps, les forces spéciales sont parvenues à construire une communauté d'experts passionnés. Un vaste réseau de contacts pour maintenir l'innovation bien vivante au sein de ces troupes. Le commandement des opérations spéciales, sa devise, c'est faire autrement. C'est une start-up des forces armées françaises. Donc nous, on est aussi dans l'innovation permanente pour trouver la meilleure réponse aux objectifs qui nous sont assignés. Cette communauté des forces spéciales, c'est pas que des opérateurs. C'est les opérateurs, ce sont les entreprises, les start-up, les étrangers qui travaillent avec nous et qui nous font confiance pour travailler avec eux en opération.